Bienvenue pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, direction le Maroc oriental, on s'intéresse aux montagnes des Bénisnassen. On dit aussi Haït Isnassen. C'est une petite chaîne de montagnes calcaires, mais hyper importante là-bas, coincée entre la Moulouya et la frontière algérienne. Oui, c'est ça. Et les documents qu'on a consultés, ils nous montrent une région pleine de contrastes, une géographie étonnante, une biodiversité riche, mais aussi assez fragile. Et puis, toute une culture berbère ancienne avec des défis bien actuels. D'accord. Et notre mission aujourd'hui, c'est un peu de démêler tout ça, comprendre ce qui fait la spécificité de cette région. Exactement. Comprendre pourquoi c'est un carrefour à la fois naturel et culturel, si particulier. Bon, alors, allons-y. Géographiquement déjà, c'est spécial. Ce massif, il fait la séparation entre deux plaines, c'est ça? Tout à fait. Over, la plaine de Trifa, qui est irriguée, et au sud, la plaine d'Anjad, beaucoup plus aride, près d'Oujda. Les sommets, c'est pas l'Himalaya, on est autour de 900 000 mètres en moyenne. Le point culminant, c'est le Ras Fougal, un peu plus de 1500 mètres. Et c'est là qu'intervient ce fameux contraste dont vous parliez. Oui, alors là, ça devient vraiment intéressant. Le versant nord, il regarde vers la Méditerranée, donc il est relativement vert, tandis que le sud, lui, il est carrément plus sec, plus stépique. C'est l'effet classique de l'ombre pluviométrique, vous voyez, l'humidité du nord qui bloque sur les montagnes. D'accord. Et ce relief, il est surtout calcaire, c'est ça? Principalement calcaire, oui. Et surtout karstifié. Karstifié, ça veut dire modelé par l'eau avec des grottes? Exactement, beaucoup de grottes. Et pas n'importe lesquelles. On a la grotte du Chameau, et puis surtout, la grotte des Pigeons, à Tafougalt. Ah oui, Tafougalt, j'ai vu ça. C'est un site préhistorique majeur, non? Absolument. On y a trouvé des restes de ce qu'on appelle l'homme de Taforalt. C'est parmi les plus anciens Homo sapiens d'Afrique du Nord. Et, chose incroyable, des preuves de trépalation crânienne. Réussies, il y a plus de 12 000 ans. Des opérations chirurgicales réussies à cette époque, c'est assez fou. Mais c'est le berceau historique, on le voit bien, de la confédération tribale berbère Zénet des Haït Isnassen. Un lieu qui a été façonné par une géographie et une histoire assez singulières. Alors, justement, la géographie. Vous imaginez le relief. Un pli calcaire, une sorte de barrière, quoi. Avec des altitudes moyennes autour de 900-1000 mètres. Le point culminant, c'est le Ras Fougal, à plus de 1500 mètres. C'est de la moyenne montagne méditerranéenne, typique, avec ses vallées, ses cirques. Ah, et les sources mentionnent aussi un parc naturel, près d'Oujda, assez important apparemment pour la faune. Oui, ces parcs, c'est un bon exemple, je trouve. Ils montrent comment la géographie a pu favoriser la biodiversité. On y trouve des espèces comme le mouflon à manchette, c'est mentionné. Et ce calcaire karstique, ça a des impacts aujourd'hui. Sur l'eau, par exemple. Ah oui, c'est un point crucial. Ça rend les ressources en eau très très vulnérables. L'eau s'infiltre extrêmement vite, le réseau souterrain est complexe. Prenons le Oued-Zegzel par exemple. Il a une source unique, justement à Tafougalt, son débit est faible et les sources mentionnent des risques de pollution. Donc cette géologie qui a permis de conserver des traces anciennes, elle fragilise en fait la ressource en eau aujourd'hui. C'est exactement ça, un paradoxe assez frappant. Et la vie, la nature qui s'est installée là, c'est une zone importante pour la biodiversité, je crois, classée CIB. Oui, CIB, site d'intérêt biologique et écologique, et c'est même un parc naturel. La flore, elle est typiquement méditerranéenne, le lentisque, l'olivier sauvage, et une richesse assez incroyable en plantes médicinales. 95 espèces identifiées. 95 espèces, c'est pas rien. Et côté animaux? Alors là, il y a une belle histoire. C'est la réintroduction du mouflon à manchette. Il avait disparu de la zone, on l'a réintroduite, et maintenant la population dépasse les 200 individus. C'est vraiment un succès. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Mais j'imagine qu'il y a aussi des points noirs. Oui, malheureusement. Si le mouflon revient, l'hyène rayée, elle, a disparu. Chez les oiseaux, on a des espèces typiques comme le pic de Levaillant, le rouge-queue de Moussier, mais le pic de Levaillant est menacé par la dégradation des forêts. Et les grands rapaces, comme le vautour fauve, on ne les voit plus. Et pour les reptiles? La tortue grecque et le caméléon commun sont sur la liste rouge UICN, donc fragile aussi. La biodiversité est là, elle est riche, mais clairement sous pression. D'accord. Une richesse naturelle qui cohabite avec une présence humaine très ancienne. Donc, les Bénisnassen, qui sont-ils exactement? C'est une confédération de tribus berbères. Ils font partie du grand groupe qu'on appelle Zénet. Leur histoire est marquée par une identité forte, une certaine résistance culturelle aussi. Et ils ont leur propre langue? Oui, une variante du berbère, assez proche du rifin oriental, mais elle est classée en danger par l'UNESCO.
Ça montre bien les pressions actuelles. Mais au-delà de l'aspect purement naturel, ce relief accidenté, ça a surtout joué un rôle historique crucial. Lequel? Celui de refuge. Un refuge naturel pendant des siècles. C'est un point qui revient souvent. D'accord. Et si on parle histoire, justement, les sources situent l'arrivée des Bénisnacènes, donc ces berbères zénètes, vers le 7e siècle. Oui, c'est ça. Donc la montagne a clairement servi de bastion. On voit que la confédération, elle se divise en 4 grands groupes traditionnels, liés à des localités comme Afir, Berkane, Tafougald. Tout à fait. Beni Khaled, Beni Mangouche, Beni Atik, Beni Ourimesh. Voilà. Et ils sont connus pour leur esprit de résistance. Ça revient beaucoup. Notamment pendant des épisodes comme la bataille d'Isli au 19e siècle. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de résistance, elle s'ancre dans une présence humaine bien plus ancienne. On parle de traces remontant jusqu'au Paléolithique. Ah oui, quand même. Oui. Donc cette profondeur historique, si on la combine avec la structure tribale et ce rôle de refuge dont on parlait, ça explique sans doute cette forte identité culturelle qui ressort des sources. D'ailleurs, leur territoire historique, il est bien défini. Entre la Moulouya à l'ouest et la frontière algérienne à l'est, Voilà. et l'Atlas au sud. Bon, alors, parlons de cette culture. C'est là que ça devient vraiment passionnant, je trouve. Ce mélange berbère et arabe. Niveau langue, par exemple, les habitants sont souvent bilingues. Ils parlent l'arabe et un dialecte berbère spécifique. Oui, le berbère rifin oriental qu'on appelle parfois berbère des Bénisnacènes. C'est ça. Et ce qui est notable avec ce dialecte, d'après ce qu'on lit, c'est qu'il a gardé des traits peut-être plus anciens que d'autres parlers rifins voisins. Certains sons auraient moins évolué. Ça témoigne de son histoire particulière. Certification par l'UNESCO comme langue en danger. Ah oui. Oui, et ça, évidemment, ça pose une vraie question sur la transmission, sur la survie d'une part essentielle de cette identité, quoi. C'est clair. Et la musique, l'argada, ça, les documents en parlent comme de la danse emblématique. Ah oui, l'argada incontournable. Apparemment, à l'origine, c'était une danse guerrière. Pour célébrer la victoire, d'où l'utilisation symbolique du fusil et ses frappes de pied très marquées. Les instruments typiques, le bandir, ce grand tambour, les instruments à vent comme la gaïta ou le zamar, un peu comme des hautbois ou des clarinettes doubles, si je comprends bien. C'est ça, le zamar, c'est une double clarinette en roseau, oui. Et la gaïta, le hautbois populaire. Et puis la flûte en roseau, le galal ou gazba. C'est décrit comme incroyablement rythmé. Bah oui, c'est une illustration parfaite de la façon dont le folklore peut vraiment incarner la mémoire collective, tu vois. Ce lien entre la danse, les instruments, l'histoire guerrière, c'est très fort. Et la regada, d'ailleurs, ça reste un style très populaire dans tout le Rif oriental. Ça dépasse les montagnes elles-mêmes. D'accord. Côté cuisine, alors là, les sources sont moins spécifiques. Elles ne signalent pas de plats exclusivement bénisnacènes, mais elles insistent sur l'importance des produits locaux. Oui, c'est ça l'idée. On retrouve les grands classiques marocains. Ouais. Couscous, tagine, msamen farci, la harira, la bissara, mais voilà, préparés avec ce qui pousse là-bas. Les grenades, les figues, les amandes. L'authenticité, elle vient justement de là, de cette adaptation des recettes marocaines qu'on connaît bien, mais à cet environnement précis. En utilisant les ressources locales, issues de l'agriculture iridi, une pratique ancestrale dans ces vallées d'ailleurs. Logique. Enfin, un mot sur l'habillement traditionnel. Ça aussi, ça reflète le métissage culturel. Les sources décrivent la djellaba, portée par les hommes et les femmes, la gandoura, plus ample, le kaftan, pour les femmes, souvent très orné, le haïk, ce grand voile blanc, et bien sûr la fibule, la broche berbère si symbolique, Tiessignest ou Tazerzit, c'est ça? Oui, Tiessignest ou Tazerzit, exactement.
Et ces vêtements, ce n'est pas juste une question d'adaptation au climat de montagne, hein. Ils fonctionnent vraiment comme des marqueurs identitaires forts. Ils tissent ensemble l'héritage berbère et puis les influences venues au fil du temps. Cette exploration, qu'est-ce qu'on retient? Que ces montagnes des Bénisnacènes, c'est bien plus qu'un simple paysage, même s'il est spectaculaire. C'est vraiment le cœur battant d'une culture berbère zénète, vivante, résiliente. Façonnée par des millénaires d'histoire, de résistance et d'adaptation à un environnement unique. Tout à fait. Une richesse qui s'exprime vraiment partout. Mhm. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour aller plus loin. Une réflexion qui émerge un peu de tout ça. Face à la modernité, face à ce statut de langue en danger pour leur dialecte berbère, comment est-ce que cette identité culturelle si particulière peut continuer à se transmettre aujourd'hui? Comment trouver l'équilibre entre la force des traditions, qui est évidente, et puis les influences extérieures qui sont inévitables? C'est une question ouverte, je crois, sur le futur de ce patrimoine bien vivant. Un tableau assez riche, mais les sources parlent aussi de grosses difficultés, non? Oui, c'est votre facette. La région fait face à une vraie crise socio-économique. L'agriculture traditionnelle, qui est la base de tout, elle souffre énormément. Les sécheresses sont de plus en plus fréquentes depuis les années 80. Le manque d'eau, aggravé par le karst dont on parlait, et parfois des problèmes de terre aussi. Et ça entraîne quoi? Un exode rural? Exactement. Un exode rural important et ce phénomène assez triste des douars fantômes. Des hameaux entiers qui se vident de leurs habitants. C'est une forme de désertification humaine. Désertification humaine et physique. Pourtant, on sent qu'il y a un potentiel, peut-être touristique. Ah oui, indéniablement. Mais pour un tourisme différent, plus authentique, hors des sentiers battus. La randonnée, le VTT, la spéléo dans ces fameuses grottes, la beauté de la vallée de Zegzel, l'accueil des gens. Et puis, c'est pas loin d'Oujda ou de la station de Saïdia. Donc, il y a un potentiel, mais il se heurte aux difficultés structurelles. D'accord. Bon, si on essaye de synthétiser un peu cette plongée rapide, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, ce massif de contrastes. Géographique, entre le nord et le sud. Écologique, avec cette richesse et ses menaces. Ensuite, un héritage culturel berbère très fort, très vivant, mais lui aussi fragilisé. Une langue menacée, une danse emblématique. Une biodiversité remarquable, avec des succès comme le mouflon, mais aussi des inquiétudes pour d'autres espèces. Et tout ça sous la pression du climat et des activités humaines. Et puis, cette idée centrale de la vulnérabilité liée à la géologie. Ce karst qui a préservé l'histoire, mais qui rend l'eau, la ressource vitale, si précaire aujourd'hui. Comprendre ça, c'est essentiel, parce que c'est un peu un cas d'école des défis que rencontrent beaucoup de montagnes méditerranéennes face au changement actuel. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, une pensée pour conclure. Cette géologie si particulière qui a gardé les traces des premiers humains, qui rend aujourd'hui l'eau si vulnérable à la pollution, à la sécheresse. Comment on peut imaginer une adaptation ? Comment concilier la préservation de cet héritage incroyable, de cette nature unique, et puis un avenir possible, durable pour les gens qui vivent dans les Bénisnacènes aujourd'hui? C'est toute la question, en effet. Une question complexe qui appelle des réponses locales, adaptées et sans doute innovantes.